L'intimidation et la loi du plus fort sont-elles en train de devenir la norme des relations internationales? La diplomatie a-t-elle encore un rôle à jouer pour régler les affaires du monde et les conflits notamment? Et quid du système en vigueur depuis 1945? On en parle avec Frédéric Charillon. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes professeur des universités en sciences politiques à l'université Paris-Cité, auteur de Géopolitique de l'intimidation, seul face à la guerre, point d'interrogation, chez Odile Jacob. Alors commençons par l'admonestation de Donald Trump à Volodymyr Zelensky dans le bureau Oval. L'image a fait le tour du monde. Vous n'avez pas les cartes en main. Soit vous concluez un accord, soit nous vous laissons tomber. Comment analysez-vous cette séquence? Est-ce que c'est de l'intimidation? Oui, et c'est de l'humiliation en même temps. Il ajoute l'humiliation à l'intimidation. On ne sait pas. En fait, il faut être toujours très prudent, bien sûr, sur ces affaires-là, parce il faut partir toujours du principe qu'on ne connaît que peut-être 5% de ce qui s'est vraiment passé. En revanche, nous savons ce que nous avons vu et ce que le monde entier a vu. Comment expliquer ce qui s'est passé? Alors, il y a maintenant, bien sûr, des tas de gens qui nous donnent la chronologie exacte de comment ça s'est passé. On ne le sait pas. Il y a deux hypothèses. Prémédité ou pas? Voilà, c'est la question. Ouais. Alors, il y a deux hypothèses. Soit c'était prémédité. C'est ce que pensent beaucoup de gens. J'entendais l'ancien président Hollande ce matin dire que c'était prémédité. Penser, en tout cas, proposer cette hypothèse que c'était prémédité. Auquel cas, ça voudrait dire que l'administration américaine fait en sorte de délégitimer le président ukrainien pour mieux justifier son lâchage et mieux s'aligner ensuite sur Moscou. C'est une hypothèse qui nous fait très peur en Europe, mais qui malheureusement prend encore, jour après jour, on a encore appris aujourd'hui que l'administration américaine avait demandé qu'on ne considère plus la Russie comme un ennemi sur le plan cybernétique, sans trop savoir encore ce que ça veut dire. Ça, c'est une première possibilité, c'était prémédité. Il y en a peut-être une deuxième, qui est qu'il y a eu une mise en scène, mais une mise en scène qui est destinée à la gloire de Donald Trump. Il ne faut jamais oublier cet aspect-là du personnage, très égocentré, voulant toujours être au centre du monde. Et en fait, le président Zelensky, il lui a fait rater son moment de gloire. C'est-à-dire qu'il a fait cette mise en scène télévisée, à la fois peut-être en se disant que Zelensky n'oserait pas opposer la moindre résistance puisque c'était en direct à la télévision. C'est assez incroyable que ce genre de négociation aussi grave, sur des sujets aussi graves, ait lieu en direct à la télévision. Donc c'était peut-être pour faire pression sur Zelensky en disant il n'osera pas faire de quoi ou s'opposer à quoi que ce soit si c'est en direct. Mais il a osé justement. Et il a osé. Alors pas d'inversion entre guillemets accusatoire, mais tout de même, est-ce que lui-même, Volodymyr Zelensky, depuis le début du conflit, alors il est président d'un pays en guerre, est-ce que lui-même, il n'a pas rompu avec les us et coutumes de la diplomatie classique? Quand il répond d'entrée aux journalistes américains qui l'interrogent sur sa tenue, moi, j'aurai un costume moins cher, il y a déjà une petite provocation. Ouais, mais enfin, attendez, regardez dans quelle tenue se présente Elon Musk dans le même bureau ovale avec son fils sur les épaules. Bon, ça, c'est vraiment un argument qu'il ne faut pas. Non, en revanche, ce qui est possible, c'est que Donald Trump, effectivement, voulait, en plus de cette négociation, montrer à son public, et ses supporters, son électorat américain, voyez, regardez avec moi, ça file doux, et j'obtiens un accord, moi, je suis un homme qui fait des deals, etc. Et en direct, devant les caméras, Zelensky ne se plie pas, et à ce moment-là, il y a... Pardonnez-moi l'expression, il y a le pétage de plomb. C'est une autre hypothèse. En tout cas, c'est la première fois que quelqu'un s'oppose comme ça à Trump et lui dit tout simplement non. Les Européens, pour le moment, se mobilisent, mais sont très prudents. On ne va pas rompre avec lui, on ne va pas... Là, vous avez quelqu'un qui lui dit non. C'est la première fois et visiblement, ça ne lui plaît pas. Donald Trump opère-t-il un virage à 180 degrés sur la diplomatie des États-Unis? En tout cas, il est en train de nuire considérablement, je pense, à 80 ans de diplomatie américaine. Ce qui fait le succès des États-Unis depuis 1945, c'est ce qu'on appelle son soft power, c'est-à-dire sa capacité de séduction, d'attirer. C'est également un réseau d'alliances. Ce que nous constatons depuis maintenant quelques jours, c'est que le réseau d'alliances, il est très très mal mené, puisqu'il s'en prend uniquement à ses alliés. Pour le moment. Le Canada, le Mexique, les Européens, ils se fait tous insulter copieusement. Il est en train de mettre ses alliés arabes dans une situation très difficile aussi avec ses propos sur la Riviera à Gaza, avec probablement dans quelques jours un soutien possible à une annexion israélienne de la Cisjordanie. Il est en train de s'en prendre à ses propres alliés. C'est une question. Alors soit effectivement c'est un changement d'alliance, il a basculé complètement dans cette idée que maintenant il y avait plus que 3 pays qui contestent, c'est la Russie, la Chine et lui. Bon, c'est possible. Ou alors il estime, il a une stratégie de chef de gang en estimant que c'est lui qui doit donner le là, que les États-Unis doivent à nouveau le donner le là à tous leurs alliés qui doivent filer doux. C'est possible aussi. On le saura après la proposition européenne lorsqu'elle viendra. Pour le moment, les Européens se mobilisent pour ramener Zelensky aux négociations et pour ramener
aussi un petit peu de lien dans tout ça. Si les Européens arrivent en disant voilà, on a une proposition de cessez-le-feu, vous vouliez un cessez-le-feu, nous aussi, et d'ailleurs le président Zelensky est d'accord, voilà notre proposition. Là, nous verrons quelle est l'attitude américaine. Si les Américains disent bon très bien, à ce moment-là, on reprend la discussion, ou s'ils balayent ça d'un revers de main en disant non, nous c'est Poutine à qui on veut plaire et à personne d'autre, là nous serons fixés. Alors, vous avez, pardon, juste tout à l'heure, vous me posez la question de savoir si Zelensky n'avait pas fait quelques maladresses. Il a peut-être fait des maladresses, mais pas vestimentaires. Non, mais c'était pas sur ça. Mais à un moment donné, il dit vous avez un bel océan et vous ne le sentez pas maintenant, mais vous allez le ressentir à l'avenir. Je pense que c'était assez. C'est pas là la maladresse. La maladresse, c'est d'être intransigeant absolument d'entrée de jeu, parce que là on peut se demander effectivement, si on prend le point de vue américain, on dit ce monsieur a quand même effectivement traversé l'Atlantique pour venir nous voir, et première chose qu'il nous dit, c'est qu'il ne veut pas négocier. Là c'est peut-être y a-t-il eu une maladresse, mais enfin pas quelque chose qui nécessitait cette mise en scène à laquelle nous avons été témoins. Frédéric Charillot, peut-être que vous faites partie de ces observateurs qui disent qu'on revient un peu au 19e siècle où les affaires du monde sont gérées par les grandes puissances en fonction de leur intérêt. Il y a quand même une question qui est assez paradoxale, parce que vous dites rupture depuis 80 ans avec ce qu'on avait vu de la diplomatie américaine, mais les États-Unis ont envahi l'Irak, ont envahi l'Afghanistan, l'Irak sur un motif fallacieux. Quelle est la différence? D'ailleurs, Donald Trump dit « moi, je n'ai pas fait de guerre », même si effectivement, il y a ici et là des interventions ponctuelles militaires, notamment l'assassinat d'un général iranien. Mais c'est un peu le paradoxe. Non, il y a une différence énorme, c'est que les États-Unis s'en prenaient à leurs adversaires, pas à leurs alliés. Ça, c'est la première fois que nous voyons une administration américaine. Alors, je ne dis pas qu'ils ont été toujours subtils avec leurs adversaires, ni d'ailleurs, ils ont fait beaucoup de pression sur leurs alliés, évidemment. On en a subi. C'est vrai, là, de ce point de vue-là, ils ont toujours été très durs. Souvenons-nous de la crise de Suez, 1956, quand les Français et les Britanniques engagent une opération militaire, aux côtés d'ailleurs d'Israël, et que les États-Unis, avec l'Union soviétique, fait pression sur nous pour dire vous arrêtez ça tout de suite. Bien sûr, mais globalement, quand on peut reprocher beaucoup de choses, c'est vrai, à l'administration Bush, notamment la période néoconservatrice des années 2000, Bush Junior, mais il s'en prenait aux adversaires de l'Amérique. Là, on a l'impression que la cible de Donald Trump, ce sont ses alliés et ce sont les démocraties, ce qui est beaucoup plus gênant. C'est une démocratie libérale, les États-Unis, désormais, comme on les appelle? Il y a un risque comme la Hongrie de Viktor Orban. Il y a un risque aujourd'hui que tout le monde souligne. Il y a peut-être des attaques sur la liberté d'expression, en tout cas sur les médias, au nom paradoxalement de la soi-disant liberté d'expression des uns mais contre celle des autres. Bien sûr que le risque existe, qui va être fascinant à observer et très dangereux et très tendu. Alors vous parlez c'est la réaction de l'état de droit américain. Vous parlez dans votre livre du temps des BRICS, où l'exigence de respect, ce qu'on appelle parfois le Sud global. Qui d'autre pratique l'intimidation? Vous parlez notamment des manœuvres chinoises ces derniers mois, ces dernières années autour de Taïwan. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que c'est pas donner de la légitimité à Xi Jinping que de se comporter ainsi de la part de Donald Trump? S'il prend le Groenland un jour, pourquoi pas Taïwan pour la Chine? Bien sûr, on y pense tous. Non, je pense qu'il y a eu, dans les derniers temps, une délégitimation d'une posture qui, jusque-là, était celle des hommes d'État, des femmes d'État responsables, c'est-à-dire être ouvert au dialogue, essayer d'être consensuel, essayer de pratiquer le multilatéralisme. Or, ce à quoi nous assistons, c'est l'installation durablement au pouvoir d'une série d'hommes forts, comme on les appelle, qui justement délégitiment complètement ça. C'est les gens qui veulent dialoguer, qui veulent lui prendre ça. Oui, rappelons que la diplomatie, c'est un rôle important pour concilier les intérêts opposés, engagés, et pour régler la situation. La diplomatie, c'est ça. Et là, on a des gens qui arrivent au pouvoir, non, vous allez voir, tout ça, c'est du bavardage, c'est du blabla. Avec moi, ça va filer doux. Voilà. Et ça va être expéditif, et je vais employer la force si nécessaire. On a un club comme ça. La Chine pratique ça, mais aussi évidemment Vladimir Poutine. Maintenant, Donald Trump, on en a ailleurs dans le monde. Erdogan en Turquie a fait ça plusieurs fois. Netanyahou, j'entendais dans votre journal tout à l'heure ses propos aussi, même méthode un petit peu que Trump sur la provocation. S'agissant de la France aujourd'hui, quand on entend Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur, dire la riposte sera graduée avec l'Algérie, est-ce que dans les relations franco-algériennes aujourd'hui, vous percevez de part et d'autre de la Méditerranée cette intimidation, cette loi de la force? Il y a probablement deux modes
que Donald Trump est en train de lancer. Les États-Unis lancent souvent des modes, mais il y en a deux qui pourraient s'avérer assez difficiles en Europe et dans le monde. La première, c'est celle de faire le ménage. C'est un peu la mode Musk, c'est-à-dire on va faire le ménage. Il y a trop de gens inutiles. Est-ce que l'aide au développement, c'est bien nécessaire? Est-ce que tout cet argent... Il y a un audit en France en la matière. Il y a en France maintenant, on parle effectivement de regarder de près l'aide au développement. Bon, sans doute faut-il rationaliser un certain nombre de politiques. Et je pense qu'il y a une demande des publics pour ça. Mais là, c'est cette mode de faire du grand balayage. Et puis, il y a effectivement la mode de la diplomatie transactionnelle, œil pour œil, dent pour dent. C'est-à-dire, si vous nous déplaisez ou si vous vous opposez à nous sur un dossier, nous n'excluons pas de remettre en cause l'ensemble de nos relations. Et c'est ça, c'est plus que transactionnel au sens de on fait un geste, vous en faites un autre, œil pour œil, dent pour dent. Si vous ne faites pas tout ce qu'on veut, on peut remettre en cause l'ensemble de nos relations. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver en Europe. Merci beaucoup Frédéric Carion, Géopolitique de l'intimidation, seul face à la guerre, un livre passionnant publié aux éditions Odile Jacob. Merci à vous. Merci.